Alors, bonsoir, bonjour, c'est selon que nos internautes nous reçoivent dans leurs différents postes. Et vous êtes bien sur vatrikov.com, nous recevons sur ce plateau M. Issa Mouya Moussavou et Ulrich Nguema, qui tous deux sont membres du collectif Tous contre la fraude au concours de l'ENA 2024. Ils sont un mouvement né suite justement aux nombreuses irrégularités survenues lors de ce concours. Alors nous laissons le privilège, la latitude à vous, Monsieur Issa, de nous présenter peut-être le collectif ici à nos différents internautes. D'accord, je vous remercie. Alors, je suis effectivement Issa Mouya Moussavou, je suis membre du collectif Tous contre la fraude à l'ENA. C'est un collectif qui est né à l'issue du concours organisé par la fonction publique, le concours d'entrée à l'ENA. Et ce collectif est né suite aux irrégularités constatées lors de la proclamation des résultats par l'audit ministère. Et ce collectif regroupe les internes et les externes ayant été abusivement recalés à ce concours à l'issue du second tour des oraux. Alors, pour planter le décor, on aimerait savoir ce qui a tourné autour de ce concours, peut-être avoir des éléments statistiques. Vous étiez au nombre de combien à prendre part à ce concours? Et on sait qu'il y a eu deux étapes précises, notamment le premier tour et le second tour. Quels sont ceux qui, justement, ont traversé ces différentes étapes jusqu'à ce que vous découvriez ou vous constatiez justement ces irrégularités? Combien ont pris part? Combien ont été recalés au départ, au premier tour? Et combien ont été admissibles? Et combien sont arrivés admis au second tour? D'accord, je vous remercie encore. Alors, au départ, nous étions près de 3154 candidats à concourir. Et comme le concours d'entrée à l'École nationale d'administration se passe en deux phases, à l'issue du premier tour des résultats proclamés, nous étions 799 candidats à être admissibles. À l'issue des oraux, nous sommes, enfin du moins, il y a eu 450 candidats admis définitivement pour l'entrée à l'École nationale d'administration. Alors, qu'est-ce qui attire votre attention quant aux irrégularités? Quelles sont ces irrégularités que vous avez constatées? À quel moment vous êtes aperçu qu'il y a une superchaîne? Alors, pour revenir d'abord quelques mots sur le collectif, nous avons bien dit que nous sommes un collectif composé de candidats abusivement recalés. Ces candidats abusivement recalés sont en réalité des candidats tous admissibles, c'est-à-dire qu'on franchit l'étape du premier tour pour aller au second tour. Ce qui veut dire que notre réaction à la publication des résultats du concours de l'ENA est directement consécutive aux résultats du second tour. Donc, sur la base de ça, ce sont les éléments que les résultats du second tour fournissent qui nous ont permis de constituer une base à partir de laquelle on a fait des analyses. Lorsque les résultats du second tour ont été présentés sur le site du ministère de la fonction publique, nous avons noté qu'il n'y avait pas la présence de numéros de candidature attribués donc à chaque candidat. Ces numéros permettaient pourtant d'identifier chacun des candidats, que ce soit en salle de composition ou bien sur la liste des candidats autorisés à concourir. Deuxième chose, lors de la publication de ces résultats, nous n'avons pas vu de moyenne attribuée aux personnes déclarées définitivement admises. Autrement dit, les 450 personnes déclarées définitivement admises n'ont pas de moyenne accolée à leur nom sur la liste des résultats définitifs. Donc ça, ce sont les deux éléments à partir desquels on a commencé à s'interroger. Est-ce que ce n'est pas comme ça la coutume? D'accord. Le premier tour, y avait-il Oui. des numéros et des moyennes? Alors, lorsque vous regardez, c'est très simple. C'est-à-dire que pour comprendre, si vous voulez, l'essentiel de l'analyse que nous faisons des résultats, nous nous sommes inspirés de 4 listes. La première liste, c'est la liste des candidats autorisés à concourir. Donc, les 3154 candidats. La deuxième liste, c'est la liste des admissibles, des candidats admissibles.
C'est donc la liste des 799 candidats. La troisième liste, c'est la liste des candidats autorisés à aller aux oraux. Et enfin, la quatrième liste, c'est la liste composée des 450 candidats déclarés admis. Quand vous regardez ces différentes listes, comme je vous le disais, elles n'ont pas toutes les mêmes informations. Vous trouvez sur la liste des candidats autorisés à concourir et la liste des oraux, le numéro de candidature, le nom du candidat, au besoin la filière. Ces informations qui sont pourtant cruciales, certaines d'entre elles ne se retrouvent pas à la fin des résultats. Autrement dit, quand on publie la liste des 450 admis, vous n'avez pas, à la différence de la liste des candidats autorisés, le numéro de matricule. Or, c'est quand même à partir de là qu'on sait qui vous êtes en plus de votre nom et on peut identifier où vous avez composé, dans quelle salle, à quelle place précisément vous étiez assis. Ce n'est pas fortuit parce que ça permet aussi de savoir si vous avez pris part effectivement aux épreuves ou pas. Vous voyez un peu? Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, on vous disait tout à l'heure que les moyennes n'étaient pas affichées. Mais la moyenne, l'affichage des moyennes au résultat définitif d'un concours est importante. Je peux vous prendre le cas par exemple, des précédents concours de l'ENA. Dès l'affichage des moyennes du second tour, donc des résultats définitifs, on affichait les moyennes. Je peux vous prendre l'exemple du concours de la magistrature qui a été organisé en 2021. Même ce concours qui a pourtant été décrié, on a vu que lors de l'affichage des résultats définitifs, il y avait les moyennes du second tour. Pourquoi c'est important et pourquoi ça a attiré notre attention? Parce que lorsqu'on affiche les résultats, les administrateurs ont souvent un réflexe préventif, c'est de se dire les personnes qui sont déclarées définitivement admises peuvent se retrouver pour une raison ou une autre indisponibles au moment où on va lancer les cours de la grande école considérée, en l'occurrence l'ENA. Que ce soit par maladie, que ce soit pour cause de décès ou par simple désistement parce qu'on a trouvé une meilleure opportunité. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, il est important d'associer à la liste donc des candidats définitivement déclarés admis une liste complémentaire. Et cette liste complémentaire n'a de pertinence que parce que les moyennes sont affichées. À partir de l'affichage donc des moyennes, on pourra déterminer qui sera légitime à intégrer la liste des candidats définitifs parmi ceux qui se seraient désistés. Vous voyez un peu? Donc, c'est la pertinence, en fait, de retenir la moyenne comme élément de clarification et de transparence dans la présentation des résultats définitifs. Donc, c'est au vu, donc, d'un écart par rapport à l'usage administratif dans l'affichage des résultats qui a, au premier abord, attiré notre attention. C'est à partir de là qu'on s'est dit, pour tous les candidats qui étaient concernés par la situation, qu'il fallait qu'on travaille de manière minutieuse sur l'analyse de la crédibilité de ces résultats. Donc, on s'est lancé dans cet exercice et ça a donné le constat de plusieurs irrégularités qu'on pourra développer au fur et à mesure des questions. Justement, pour continuer avec ces analyses, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, on ne pourrait pas attribuer cette carence pour le fait que ce ne soit plus l'organe habituel qui a organisé ce concours, mais plutôt le ministère? Ils n'ont pas les mêmes perceptions, les mêmes pratiques. D'accord. Alors, c'est une très bonne question. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai pris le cas du concours de la magistrature, qui pourtant n'a pas connu une mutation dans l'organe chargé justement de l'organisation du concours. Mais c'est conformé encore une fois à un usage administratif. L'usage administratif ne dépend pas nécessairement d'un organe donné, mais il dépend souvent de préoccupations en lien avec des soucis d'efficacité, pour éviter justement que les gens ne se plaignent, pour éviter justement que les gens n'attaquent la crédibilité des résultats. Il y a un certain nombre de procédés qui tendent justement à réduire les incertitudes sur le processus de publication des résultats. Et le fait de ne pas s'y être conformé, dans le meilleur des cas, pourrait être attribué à de la négligence ou au manque d'adaptation. Mais dans le pire des cas, qui est le cas que nous privilégions, ça peut être attribué aussi à une volonté de dissimulation des pratiques qui ont motivé l'affichage douteux de ces résultats. Alors, cela va nous amener à pousser un peu plus loin avec les analyses que vous avez certainement faites, puisque vous parlez de soupçons. Est-ce qu'on pourrait dire, on pourrait essayer d'avoir une certaine échelle de ces dysfonctionnements, des personnes qui aujourd'hui ne devraient peut-être pas être admis, mais qu'on a déclaré admis? Il est arrivé ce genre d'irrégularité? Je prends non. Ok. En fait, je voudrais juste qu'on essaie d'être sincère
et qu'on fasse preuve de bonne foi. Je veux vraiment qu'on insiste sur le fait que nous, on parle de bonne foi. Il ne s'agit pas de dire que les personnes qui sont déclarées admises n'ont pas mérité leur concours. Loin de là. Il y a nécessairement des gens qui ont travaillé, et nous en connaissons beaucoup, qui, par les efforts qu'elles ont fournis, ont gagné régulièrement leur concours. Ce que nous disons, c'est que dans les 450 personnes que vous trouvez dans la liste des admis définitifs, il y a une proportion extrêmement importante, près de la moitié, qui n'a pas régulièrement obtenu le concours. Et nous n'attaquons pas les candidats. Nous, ce que nous dénonçons, ce sont les processus qui les ont conduits sur ces listes-là. Donc, comme eux, en tant que candidats, ne sont pas responsables de ces processus, ce n'est pas eux qui sont en cause, ce ne sont pas eux qui sont en cause, c'est l'administration dans le processus d'organisation et de publication des résultats qui est en cause. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, les proportions sont importantes. Pour vous donner une échelle, on a déterminé au minimum sur les 450 personnes, 215 personnes qui sont irrégulièrement inscrites sur ces listes. Ce qui veut dire qu'il y a dans la nature actuellement 215 candidats dont les places ont été volées. Expliquez-nous plus précisément. 215 personnes dont les places ont été volées. Comment vous expliquez ce rôle? Le fait d'avoir pris d'autres personnes, mettre à la place de ces derniers, comment ça s'explique? Effectivement, mais avant de répondre à votre préoccupation, je souhaiterais revenir sur un élément qui a été relevé par mon camarade. Alors, c'est important que sur les listes définitives, qu'on retrouve le numéro d'immatriculation des candidats. Pourquoi je le dis? Parce que la salle dans laquelle moi j'étais, par exemple, devant moi il y avait 2 personnes. Ces 2 personnes étaient absentes. Derrière moi il y avait plusieurs autres personnes, mais la personne qui me suivait immédiatement également était absente. Donc, s'il y avait le numéro, d'accord, je pourrais avec certitude dire que tel candidat n'a pas composé parce que simplement son numéro suivait le mien ou l'inverse. Donc c'est important. Et c'est peut-être même tout ça qui a mené certaines personnes à penser qu'il y a des candidats qui se retrouvent sur les listes définitives alors qu'elles n'ont pas composé. Je n'affirme pas, mais j'estime que c'est peut-être ce constat qui amène ces personnes à penser ainsi. Alors, pour répondre à votre préoccupation, vous avez sur les listes, sur les 799 candidats admissibles, dans le travail que nous avons effectué, nous avons essayé de repartir en fonction des notes de chaque candidat. Non, c'est-à-dire que nous avons pris les notes. Nous prenons les candidats, nous prenons les notes et nous définissons une tranche. La première tranche, c'est celle qui est des candidats ayant obtenu une note de 10. Ensuite, nous prenons une seconde tranche des candidats ayant obtenu une note de 10,01 à 11,99. Et la troisième tranche, c'est tous les candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12. Ce que nous constatons, c'est que lorsque nous prenons les candidats ayant obtenu une note comprise entre 10,01 et 11,99, nous avons à peu près 366 candidats. Sur les 366 candidats, nous avons à peine 102 à 104, exactement, 104 candidats qui sont déclarés admis. C'est curieux parce que c'est la catégorie, ou du moins la marge des candidats qui devraient en principe se retrouver le plus dans ce concours à l'admissibilité. Et quand vous prenez les candidats qui ont une note comprise entre une note égale à 10, ils sont à peu près 121 personnes, 122, 144, mais nous avons 111 candidats admis. En termes de pourcentage, ça représente beaucoup. Ça nous surprend. Ça nous surprend parce que, en fait, lorsque nous sommes allés au concours, comme tout le monde le sait, le concours s'organise en 2 phases. On a une première phase écrite, et dans cette première phase, les coefficients,
le total des coefficients s'élève à 19. Le second tour n'a compté que pour 4 de coefficients, c'est-à-dire que sur les 2 disciplines composées aux oraux, 2 de coefficients par discipline, donc 4. Nous ne comprenons pas comment est-ce que des étudiants, des candidats qui ont une note égale à 10 peuvent se retrouver devant des candidats qui ont des notes supérieures ou égales à 11. D'autant plus que, toujours dans le même exercice, pour essayer de comprendre les résultats, nous sommes arrivés à faire un calcul simple. Pour un candidat qui a obtenu une note au premier tour égale à 10, la moyenne la plus élevée qu'elle puisse atteindre au second tour, à l'issue de l'oral, c'est 11,74. Avec pour hypothèse que ce candidat-là a eu 20 sur 20 dans les 2 disciplines composées. C'est ça l'hypothèse. C'est-à-dire que nous avons pris une hypothèse forte pour essayer de juger de la pertinence de notre argument. Pour que cela arrive, naturellement, il faut que, pour qu'un candidat qui a une note supérieure à 10, qui a une note égale à 10 autant pour moi, vienne devant un candidat, soit admis devant un candidat qui a une note supérieure, par exemple, à 10,50, nous sommes partis sur 2 hypothèses. Nous disons, première hypothèse, il faut que ce candidat ait 20 sur 20 partout. Deuxième hypothèse, il faudrait que ce candidat, l'autre candidat, pas le candidat qui a eu 10, mais l'autre candidat qui a une note supérieure à 10,50, il faut que ce candidat qu'il ait eu une note en dessous de 5. Enfin, égal ou en dessous de 5, c'est-à-dire une note éliminatoire. Ce qui peut passer pour quelques cas, mais qui ne peut pas se justifier pour plusieurs cas. C'est-à-dire que sur 100 personnes, on ne peut pas nous dire que sur 100 personnes ont eu la note éliminatoire. Mais est-ce que cela ne peut pas, le fait des filières, si ils ne sont pas tous dans la même filière, ça ne peut pas justifier le fait que ceux qui étaient à 10 dans une filière qui justement n'est pas d'un enjeu peut-être assez, on va dire, qui peut faire jouir d'un certain nombre de privilèges, ces personnes-là peuvent facilement traverser le cap et avoir leur moyenne. Je vais parler là des 144 candidats ayant eu 10 au premier tour et qui se retrouvent à passer. Est-ce que ce n'est pas le fait de leur filière qui soit nettement... Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que... Non, dans ce contexte, les filières ne jouent pas et le critère le plus déterminant, c'est vraiment, ou l'indicateur le plus déterminant, c'est la moyenne plus que le critère. Les 144 personnes, là nous sommes, le cas sur lequel nous avons concentré l'attention, c'était les cas des externes, mais c'est valable aussi chez les internes. Les 144 personnes ayant obtenu très exactement la moyenne de 10,00, vous les voyez partout, dans toutes les filières. Je vais vous prendre un exemple comme ça. Nous avons construit un tableau, s'il était possible de vous le montrer, on vous l'aurait montré, qui répartissait en fait les différentes valeurs, les différents types de moyennes qui ont été obtenus par les candidats. C'est-à-dire, sur les 799 candidats qu'on a eus, on a essayé de construire un tableau qui répartissait les différentes moyennes. 10,00, 10,05, etc. jusqu'à 14. Vous allez remarquer que chaque groupe de moyenne, par exemple de 10, groupe de 10, donc de 10,05 à 10,99, les effectifs sont relativement équivalents. Ça tourne toujours autour de 17 personnes, 20 personnes. Quand vous allez sur le groupe de 11 de moyenne à 11,99, les effectifs sont plus ou moins les mêmes. Ça tourne toujours autour de 10, 13 personnes. Quand vous repartez, etc. Au fur et à mesure où vous descendez, les effectifs sont similaires. La proportion de 10,00 est explosive par rapport à tous les autres effectifs. N'importe qui ayant fait un peu de statistiques, il voit une anomalie claire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je vous l'ai dit, ce constat-là, vous le faites dans toutes les filières. Donc, dans toutes les filières, la présence disproportionnée de 10,00 interpelle de façon flagrante. Ce qui veut dire que quand on commence à creuser, on s'aperçoit en fait que ces 10,00 ne sont pas innocents et ne sont pas la conséquence de simples calculs de notes, mais ont été attribués par rapport à des critères indépendants de la moyenne obtenue par les candidats. Et je vais vous le présenter à partir de 2 éléments. La première chose,
c'est qu'on s'est aperçu en analysant les résultats qu'il y a des gens qui n'ont pas pris part, au sens où mon camarade l'évoquait tout à l'heure, qui n'ont pas pris part au concours. Mais pour certains d'entre eux, peut-être on peut l'attribuer à des erreurs, ce n'est pas la question, se retrouvent quand même dans la liste des admissibles. Ce qui nous a frappé, c'est que toutes les personnes, après vérification, qui n'ont pas pris part au concours, qui se sont retrouvées dans la liste des admissibles, avaient très exactement la moyenne de 10,00. Donc ça, c'est la première chose qui nous a interpellés. Sur quels critères on a attribué ce 10,00 alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas participé? Je précise que ça n'a rien à voir avec l'argument qu'on a pu entendre à la télé qui disait qu'il y a des gens qui n'ont pas pris part au concours qui ont été déclarés admis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons des personnes dans la liste des admissibles. Il y a des personnes qui n'ont pas participé, mais peut-être par erreur se sont retrouvées dans la liste des admissibles. Ces personnes-là avaient toutes la même moyenne de 10,00. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit la moyenne de 10,00 est un problème. En plus du fait que la proportion est inégalement répartie, mais en plus de ça, il y a des personnes dont on sait qu'elles n'ont pas pris part, mais qui ont quand même eu cette moyenne-là, comme si c'était une espèce de liste académique qui avait été attribuée. Ça, c'est l'élément qui a donc vraiment attiré notre attention. Prochaine étape de l'analyse sur ces 10,00, c'est qu'on s'est aperçu d'un phénomène curieux. C'est que les personnes qui ont eu les 10,00, comme l'a dit mon camarade, sont aussi les plus majoritaires dans les résultats du second tour. Pour vous donner des fourchettes comme ça. Quand vous prenez, pour reprendre les tranches qu'a évoqué mon camarade tout à l'heure, vous prenez les personnes qui ont eu la moyenne comprise, d'abord même les plus fortes, la moyenne comprise entre 12 et 14. Cette tranche de personnes-là, il y a dans ce groupe de personnes 50% des gens qui ont gagné. C'est-à-dire que la moitié des personnes qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 ont échoué au concours. Donc, 5 personnes sur 10 ont gagné, 5 personnes sur 10 ont échoué dans l'écart compris entre 12 et 14. Vous prenez la deuxième tranche, les personnes qui ont obtenu entre 10,05 pour différencier avec les 10,00. Donc, les personnes qui ont eu une moyenne supérieure à 10,00, comprise entre une moyenne supérieure à 10,00 et 11,99. Cette deuxième tranche-là, les personnes sont au nombre de 366. Sur les 366, on vous l'a dit, il y a 104 personnes qui ont gagné. C'est-à-dire que 80% des personnes, 70% pardon, des personnes ont échoué. Avec une moyenne comprise entre 10, différent de 10,00 et 11,99. Donc, 7 personnes sur 10 ont échoué dans cette tranche-là. Maintenant, quand on prend les 10,00, on vous le disait tout à l'heure, pour le cas des externes par exemple, il y a 144. Sur les 144, il y a 111 qui ont gagné. Ça veut dire, statistiquement, en termes de pourcentage, que 80% des gens qui avaient 10,00 ont gagné. Je récapitule. Les 10,00, 8 personnes sur 10 ont gagné. Donc 2 personnes sur 10 seulement ont échoué. Les personnes ayant une moyenne comprise entre 10,05 et 11,99, seulement 3 personnes sur 10 ont gagné. 7 personnes sur 10 ont échoué. Quand vous prenez enfin la dernière tranche de 12 en montant, 5 personnes sur 10 ont gagné. Donc, vous voyez bien qu'en termes de proportion, c'est absurde en fait. Parce que, comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, il est impossible d'imaginer que dans un concours où le premier tour vaut 19 de coefficient, ce soit les personnes avec les moyennes les plus faibles qui se retrouvent majoritaires en termes de proportion à l'arrivée du concours. Et pour finir avec cet aspect, je parlerai cette fois-ci des filières. On s'est aperçu d'une chose, si vous permettez. Oui. Alors, Monsieur Ulrich Lema, oui. À entendre votre raisonnement, la manière dont vous présentez les choses, on a l'impression qu'on a affaire à un ajustement structurel désiré, c'est-à-dire la volonté d'une certaine administration de placer les choses comme elle le souhaitait. C'est difficile de ne pas penser le contraire. C'est difficile en fait de penser le contraire, pardon. Pour la simple et bonne raison que on a beau vouloir croire en la bonne foi des personnes qui ont présenté ces résultats, à la fin, on se trouve toujours en face de beaucoup d'incohérences. On était en train d'aborder le cas des 10,00, qui est un cas extrêmement important dans la proportion des personnes qui sont frauduleusement dans le groupe des 450 personnes qui ont été déclarées admises. Pour revenir sur donc le cas des filières, je prenais comme ça quelques éléments. Si vous prenez la filière diplomatie, la filière diplomatie, au résultat d'admissibilité, il y a 121 admissibles. 121 admissibles.
Les 121 admissibles, quand vous décomposez donc les différentes moyennes des 121 personnes, il y a 27 personnes qui ont eu la moyenne de 10,00. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas très surprenant, comme on vous l'a dit, la proportion étant ce qu'elle était. Sauf que quand vous suivez à la trace les personnes, les 27 personnes, vous vous apercevez que 24 d'entre elles ont eu le concours, mais dans des filières différentes. C'est-à-dire qu'elles ont été déclarées admissibles en diplomatie avec 10,00 de moyenne. 8 d'entre elles sont restées, par miracle, devant des gens qui avaient des 13 de moyenne, des 12 de moyenne, etc. 8 d'entre elles sont restées. Je rappelle qu'en diplomatie, on n'a gardé que 11 personnes. Donc les 11 personnes, il y avait 8 personnes qui ont eu 10,00 au départ, devant les 13, etc. Donc, ces 8 personnes donc, sont restées dans la filière. Mais le reste des 10,00 qui constituaient l'effectif dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les 27, se sont disséminés dans plusieurs autres filières. Gestion administrative, administration du travail, administration parlementaire, administration sanitaire et hospitalière, administration scolaire et universitaire. On les a vus se disséminer partout. Pour répondre à votre question, ça ressemble très fortement à un cas où on a forcé l'insertion de candidats qui avaient leurs accointances, leurs affinités, leur réseau. On a forcé ces personnes justement à intégrer les autres filières parce qu'il fallait faire face à la contrainte des quotas. S'il était possible d'absorber toutes les personnes, elles auraient été retenues dans la filière diplomatie par exemple. Et cette observation est valable pour d'autres filières. Gestion administrative, vous observez le même phénomène, en particulier la filière aussi des impôts. Si vous voulez, dans tout ce que nous disons là, la diplomatie et les impôts sont les deux filières dans lesquelles on a vu la flagrance de cette pratique-là. On a bien vu que le 10,00 était une anomalie caractéristique parce que ces personnes-là se baladaient d'une filière à une autre lorsque les quotas contraignaient les organisateurs de la supercherie à ne pas les maintenir dans la filière considérée. Donc, tout ce que nous disons, c'est que si on veut bien comprendre, on croise les différentes listes, on examine les moyennes qui ont été attribuées et on compare avec les règles de calcul, avec les règles de publication pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup trop de supercherie, en particulier sur le phénomène des 10,00 qui a constitué, pour reprendre vos mots, la variable d'ajustement en fait structurel de cette supercherie. Oui, peut-être M. Issa peut ajouter quelque chose. Oui, je souhaite ajouter quelque chose à ce que dit mon camarade. En fait, lorsqu'il parlait tout à l'heure de la dissimulation des candidats, en réalité, c'est l'argument que nous avons avancé dans nos différents courriers. Nous arriverons l'argument sur la permutabilité des candidats d'une filière à une autre. Alors, pour parler de cet argument qui pour nous est fondamental dans les différents recours que nous avons introduits, il faut dire que le concours de l'ENA est organisé sur la base de deux arrêtés. On a l'arrêté numéro 672, je pense, et on a l'arrêté 007 qui a été pris par le ministre de la fonction publique. Dans ces arrêtés, l'arrêté 672, c'est l'arrêté qui organise les concours administratifs en République gabonaise. Il date des années 76-78 en montant. Dans ces deux arrêtés, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, et c'est vérifiable, à aucun moment, nous voyons que il peut y avoir permutabilité des candidats d'une filière à une autre. À aucun moment. Et c'est sur cette base juridique que nous avons fondé cet argument. Et peut-être que l'administration nous répondra sur cet argument. Voilà, donc jusque-là, nous avons quand même sorti un grand nombre d'irrégularités que vous avez su démontrer ici que c'est vraiment des irrégularités qui sont même liées à la loi, qui violent un certain nombre de dispositions légales. Alors nous allons aborder l'autre aspect. Vous avez certainement fait un cours, puisque vous avez fait des démarches dans un certain nombre d'institutions. Pouvez-vous nous en dire, à l'heure actuelle, où est-ce que vous en êtes avec ces démarches? Vous êtes allé vers le conseil
Oui, alors les résultats ont été publiés le 9 octobre. Ça va, Le 9 octobre, le 9 effectivement. octobre, les résultats ont été publiés. Dès la publication, comme vous l'imaginez bien, les candidats que nous sommes, ayant participé donc au second tour du concours d'entrée à l'ENA, se sont constitués en groupe. Et donc on a estimé qu'il fallait examiner, comme on vous l'a dit, la crédibilité de ces résultats. Donc quand on a examiné la crédibilité de ces résultats, on a justement constaté que par rapport à ce que prévoyait la loi, il y avait des éléments qui n'étaient pas tout à fait réguliers. Ce constat étant fait, on s'est dit, soumettons-nous à ce que prévoient les règles, que ce soit en matière administrative ou en matière juridictionnelle. Donc on s'est présenté devant l'administration, on a fait un recours hiérarchique qu'on a adressé au Premier ministre. Dans ce recours hiérarchique, on a demandé au Premier ministre l'annulation des résultats sur la base du constat de la violation des règles, notamment par le fait qu'on a constaté la présence de candidats qui n'apparaissaient pas sur les listes des admis, mais qui se retrouvaient dans la liste des admissibles, des admis définitifs, pardon. Donc des candidats n'apparaissant pas sur la liste des admissibles, se retrouvant dans la liste des admis. Cet élément a constitué, si vous voulez, le point charnière de notre recours. On s'est dit, plutôt que de se perdre dans un raisonnement interminable de statistiques, etc., il valait mieux prendre un cas aussi flagrant pour porter à l'attention des autorités le fait qu'il y a eu bel et bien supercherie lors de ce concours. Donc on s'est appuyé sur cet élément qu'on a porté à la connaissance du Premier ministre. Vous savez, les délais sont ce qu'ils sont. Quand on soumet à l'administration une telle requête, elle a 3 mois pour apprécier la situation et répondre en conséquence. Mais on s'est aussi appuyé sur un fait, c'est que, étant donné que les résultats étaient déjà publiés, et que l'administration disposait de 3 mois pour y répondre, il y avait le risque que l'ENA décide de démarrer les cours. Donc, pour éviter que nous nous retrouvions piégés par l'annonce d'un démarrage des cours, nous avons entrepris de saisir le Conseil d'État par la voie d'un recours en sursis. Le recours en sursis, en gros, consiste à demander au Conseil d'État de suspendre la décision que l'on attaque, les effets de la décision qu'on attaque. Voilà, donc dans le cas précis, il s'agit de la décision qui porte pour la publication des résultats définitifs du concours d'entrée à l'ENA. Autrement dit, si le Conseil d'État avait réagi, il aurait estimé que la décision qui déclare ces 450 personnes admises ne s'applique pas encore, par conséquent, on ne peut pas démarrer les cours à l'ENA. Ça, c'est ce que nous avons demandé au Conseil d'État. Donc, le 14 octobre, on s'est présenté à la primature pour déposer le recours administratif. Le 15 octobre, on s'est présenté au Conseil d'État pour déposer le recours juridictionnel. Ces 2 recours ont donc été déposés à ces périodes-là. Pour ce qui est du juge administratif, je vais commencer par lui, il disposait de 15 jours pour réagir à notre requête. Vous pouvez faire le calcul, 15 octobre, aujourd'hui nous sommes le 20, le 20 janvier, c'est ça? Le 19 janvier. Le 19 janvier, merci. Donc 15 octobre, 19 janvier, toujours pas de réponse. Il disposait de 15 jours. L'administration, donc la primature, nous l'avons saisie le 14 octobre. Nous sommes aujourd'hui au 19 janvier, pas de réponse. Dans le cas du Conseil d'État, c'est un mystère, donc on ne peut pas... Il faut vraiment lire dans une boule de cristal pour comprendre ce que signifie ce silence. Mais dans le cas de l'administration, on sait que le silence qui a été observé par l'administration au terme des 3 mois de délai signifie tout simplement un rejet de notre demande d'annulation. Permettez que je fasse entrer... Si vous me permettez de compléter sa réponse. Alors, il faut dire que nous avons, lorsque les résultats ont été proclamés, comme l'a si bien dit mon camarade, nous avons entrepris des démarches administratives, sur le plan administratif. Notamment, nous avons adressé le courrier au Conseil d'État. Nous avons également adressé le courrier à la primature dans les délais que mon camarade vient de citer. Il faut dire que, en plus de ces institutions, nous nous sommes dit qu'il fallait aussi informer les autres institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social. Et à la fin, nous nous sommes dit qu'il fallait aussi quand même informer le président de la République. Donc nous avons adressé ces courriers à toutes ces institutions-là.
Dans ces courriers, dans les courriers que nous avons adressés à ces institutions, nous avons apporté la preuve de ce que nous disions. Ce n'est pas des courriers que nous avons déposés sans preuve. Et il faut le signifier, les preuves que nous avons ont été attestées par un huissier de justice. C'est des preuves qui ont été attestées par un huissier de justice. De toutes ces institutions, la seule institution à nous avoir répondu, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale nous a dit, pour résumer, que compte tenu du contexte, ses pouvoirs sont limités et qu'elle ne pouvait pas agir dans le cadre de notre dossier. Cependant, elle nous remettait entre les mains de l'administration. Elle avait confiance, elle a dit ceci, elle a confiance à l'administration, au recours hiérarchique que nous avons déposé auprès du Premier ministre. Et que, au cas où, le Conseil d'État également était là pour nous rendre justice. Malheureusement, le président de l'Assemblée nationale a peut-être eu confiance à ces institutions comme nous. Mais aujourd'hui, 3 mois plus tard, nous sommes toujours au statu quo. Il faut le dire aussi que pendant la période où nous avons attendu la réponse de l'administration, donc la primature, nous avons entrepris de faire des démarches auprès de cette administration pour essayer de vérifier à chaque fois où était notre courrier. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Et lors de l'ouverture de la campagne référendaire, le Premier ministre, ayant constaté que nous étions devant la primature, fâché, nous a reçus en catimini et dans un monologue, il nous a laissé entendre qu'il était fâché du fait que nous manifestions devant la primature. C'est un élément. Nous comprenions ça à l'époque. Et que, compte tenu des délais dont bénéficie l'administration, qui n'étaient pas encore à son terme, il était inadmissible qu'on se comporte de la sorte. Ça aussi, nous avons compris cet argument. Le troisième élément, c'est qu'à la fin, il nous fait entendre que le dossier est bien arrivé à son niveau et qu'il a instruit ses services de mener une enquête sur ce dossier. Et qu'à la suite de cette enquête, il nous répondrait. 3 mois plus tard, statu quo. Donc, observant que les délais allaient à sa fin, et vu l'entrée prochaine et probablement bientôt des candidats admis au concours de l'ENA, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous nous fassions entendre. Et c'est ce qui a abouti au mouvement de grève que nous avons entamé le 10 janvier devant l'Assemblée nationale, la représentation du peuple. Alors nous allons certainement faire entrer M. Zoula Boubé, juste quelques instants, le temps qu'il dirige un peu la caméra de l'autre côté. Nous faisons venir donc sur le plateau M. Zoula Boubé, pour aborder cet autre aspect lié justement à cette posture que vous avez, ou sinon cette position que vous avez à la façade avant de la représentation du peuple, qui aujourd'hui, dans le contexte de la transition, vous l'avez dit, n'est pas à mesure de pouvoir porter vos doléances. Alors, nous savons que là, vous avez, au terme, donc quasiment, après avoir épuisé tous ces recours, vous avez vu votre coordinateur être contraint de mener une grève de la faim. On aimerait quand même avoir des nouvelles de lui. Quand est-ce que cette grève de la faim a commencé? Est-ce que depuis cette grève de la faim, au moins un des représentants de l'Assemblée nationale serait venu pour s'enquérir aussi de son état de santé? Alors, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il faut aborder cette partie de notre interview, parce que il faut dire que la décision extrême que nous avons prise de nous présenter à l'Assemblée nationale
comme l'a rappelé mon camarade tout à l'heure, est la conséquence d'un mutisme, d'un silence, et d'un silence qui a eu des conséquences, qui a eu pour effet justement de renforcer les frustrations et la désolation des candidats que nous sommes et qui estiment avoir justement injustement été recalés au concours. Alors, le choix de la Maison du Peuple, c'est effectivement un choix qui est lié au statut de l'institution, la Maison du Peuple. Et donc, nous nous sommes dit, en y allant, qu'il fallait attirer une attention qui manquait cruellement jusqu'à présent. Nous l'avons dit, nous avons consulté les juges, nous avons consulté l'administration, rien n'a été concrètement fait jusqu'à présent. Et donc, en allant à l'Assemblée nationale pour attirer l'attention et pour marquer un cri de détresse, nous avons voulu montrer à quel point, faire savoir à quel point nous sommes extrêmement déterminés. Et le combat que nous portons a un leader, a à sa tête un leader. Notre leader a... La personne de Steven Judas. Exactement, Judas Biwaou, notre leader, qui est lui aussi candidat à l'entrée à l'ENA. Notre leader a donc pris la responsabilité de porter sur lui le cri de détresse que nous lançons depuis plus de 3 mois aujourd'hui. Donc il a décidé d'entrer en grève de la faim. Il faut dire que au sein du collectif qui se rassemble à l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui est chargé de faire des jeûnes de prière, donc qui ne s'alimente pas, mais qui s'alimente selon le rythme d'un jeûne. Mais le leader a décidé d'entrer en grève de la faim. Donc dans une grève extrême, il ne s'alimente pas, ne boit pas, va jusqu'à rejeter sa propre salive pour ne pas s'hydrater. Il est dans cette situation depuis plus de 72 heures. Vos caméras peuvent regarder à quoi il ressemble. Il est extrêmement fatigué. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, sans lui, c'est précisément parce que sa mobilité est en train d'être réduite. Mais encore une fois, ce n'est pas par volonté, par autoflagellation, c'est pas par volonté de se faire du mal à soi, mais c'est vraiment par nécessité qu'il en vient à faire cela. Il a pris cette décision au terme d'un constat, c'est que quand nous sommes justement à ce piquet de grève, parmi nous, il y a plusieurs situations de détresse. Il y a des femmes enceintes qui viennent sous le soleil s'exposer, qui passent des nuits sous la pluie pour marquer le cri de détresse et interpeller. Il y a des gens qui ont des enfants de bas âge, qui sont obligés de venir au piquet de grève avec leurs enfants, sous le soleil, par peur justement de les laisser dans le contexte qui peut être le nôtre, où parfois on a une psychose d'enlèvement d'enfants, etc. On est obligé de venir avec se sentir plus en sécurité dehors qu'à la maison. Donc c'est face à de telles situations que notre responsable a pris la mesure en se disant qu'il fallait passer à une étape extrême, certes, mais que l'on juge la plus noble pour faire entendre notre voix. Et à ce niveau, donc, le responsable assume de se tenir dans cet état, même si ça nous fait très peur, ça nous inquiète, et que nous avons parfois des discussions avec lui, lui proposant même de s'hydrater au moins. Il prend sa responsabilité en estimant que le combat, il faut le mener avec rigueur jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il essaie de faire jusqu'à présent. Alors, justement, vous avez peut-être contacté quand même, parce que ça nécessite une assistance au cas où tout pourrait basculer. Est-ce que vous avez quand même eu recours à une structure sanitaire qui pourrait être au moins là, au cas où, parce que c'est des choses qu'il faudra prévoir. À 72 heures de jeûne, ce n'est pas une chose assez... Effectivement, nous avons plus ou moins rentré en contact avec déjà la Croix-Rouge depuis ce matin. Je vais essayer un peu de revenir sur les explications de mon frère. Il faut retenir que nous sommes au 9e jour. Au 9e jour. 9e jour aujourd'hui, et il y a de cela 4 jours, nous avons failli perdre l'un des nôtres, qui a perdu connaissance au sein du site, pour de mêmes raisons. On était obligé d'appeler le SAMU social. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à temps. On a pris d'autres moyens.
On a embarqué le frère dans le taxi, nous sommes arrivés au siège du SAMU, ce n'était pas la joie. On est obligé d'intervenir les parents, de faire intervenir les parents autant pour moi. Donc, ces derniers, on est obligé de l'enlever du SAMU social pour l'amener dans une structure hospitalière de la place. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés. C'est la seule arme que nous maintenons actuellement à notre disposition. Nous avons fait le nécessaire, le tout possible, pour faire entendre notre voix. Mais le silence de l'administration gabonaise nous pousse à bout actuellement. Et nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. Nous avons pour habitude de dire qu'ils se sont trompés des générations. Hier, on est obligé de mener des actions différentes par rapport à ce que les autres ont eu à faire hier. Donc, de ce fait, on va continuer le mouvement. On a pu contacter certains, comment dirais-je, certains organismes comme la Croix-Rouge, dont d'ailleurs je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés sur le site parce qu'on avait déjà signalé le cas de notre frère qui est vraiment pas dans de très bonnes conditions actuellement. Donc, commence à se dégrader. effectivement. Donc, là où nous sommes ici, on ne connaît pas encore, on ne sait pas quel poursuit il a actuellement. Donc, voilà un peu là où nous en sommes. Alors, nous allons peut-être chuter avec cette autre préoccupation. Vous parlez de génération, ce qui veut dire que la génération d'aujourd'hui ne permettra plus à un certain nombre de choses qui se faisaient dans le temps, notamment le laxisme ou encore les fraudes comme vous. C'est votre cheval de bataille. Est-ce que votre collectif est amené à exister à long terme ou ne s'arrêterait que pour cette action de 2024 ? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que chaque chose a en son temps. Pour l'heure, nous parlons d'abord de la fraude de 2024, du concours d'entrée en 2024. Au sortir des résultats de tout ce que nous décrions actuellement là, et soyons sûrs que le collectif va s'asseoir et pour déterminer si nous pouvons continuer la lutte pour les années à venir. Parce que ce qu'il faut ajouter, peut-être en complément, c'est l'enjeu. Effectivement, nous avons été pris tous par la situation qui nous concerne, mais l'enjeu derrière, c'est vraiment le profil des élites qui prennent les décisions et qui prendront les décisions de demain. Donc ce n'est pas une petite affaire que de s'assurer de la transparence des résultats. Vous savez, il y a des gens qui nous attaquent sur les réseaux sociaux, qui disent nous sommes aigris, etc. Il n'y a pas de souci. Mais nous leur répondons à chaque fois que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que leurs petits frères et leurs enfants puissent échouer dans la transparence. C'est le combat qu'on mène. Actuellement, on est en train d'acquérir de l'expérience sur les pratiques de fraude, expérience qui peuvent nous servir si effectivement demain on se décide de poursuivre la lutte ou au moins d'accompagner des personnes qui pourraient se retrouver face à l'administration pour essayer de faire la lumière sur les conditions d'organisation des prochains concours. Donc, nous restons ouverts sur l'évolution de notre mouvement, de notre regroupement. Mais pour l'heure, nous avons une bataille à mener et nous pensons vraiment que la voie sur laquelle nous sommes engagés nous permettra d'obtenir gain de cause. Et je préciserai que l'autorité qui n'a pas encore pris le dossier entre les mains, qui n'a pas encore été, j'ai envie de dire, officiellement consulté, c'est le président de la République. Et donc nous savons que c'est un monsieur très à l'écoute, c'est un homme, c'est un père très à l'écoute. Qui suit d'ailleurs les réseaux sociaux. Exactement. Peut-être chuter avec ça. Exactement. Quel serait votre mot vis-à-vis justement, soit de peut interpeller peut-être les autorités, le président ou encore qui d'autre par rapport à cette situation? Effectivement, avant que d'arriver au mot qu'on peut communiquer à l'endroit du président de la République, juste rappeler que lorsque nous avons entamé les démarches, je faisais partie des gens qui étaient sur le terrain pour aller déposer les courriers. Moi-même, je me suis rendu à la présidence de la République. On a déposé des courriers dans son cabinet particulier. Cabinet particulier du président de la République au premier étage. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois de cela. Nous avons déposé une demande d'audience. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés sans suite. Bon, l'administration a certainement ses aléas. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas arrivé à ses oreilles, mais nous informons au président de la République qu'on vous a écrit. On a interpellé le président sur cet aspect.
Et aujourd'hui, je suis sûr que le président n'est pas à l'écoute, n'est pas bien informé par rapport à notre situation. Nous sommes à l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. La personne que nous voulons actuellement faire écouter notre message, c'est le président de la République. Peu importe les moyens, qu'il envoie quelqu'un, mais la personne doit venir parler au nom du président de la République parce que nous avons fait le tour de l'administration gabonaise. Nous sommes plus ou moins rassurés que la seule personne, peu importe la réponse qu'il va nous donner, nous voulons entendre le président de la République sur cet aspect. Juste préciser que par rapport à ce que disait mon camarade tout à l'heure, très rapidement, nous avons écrit au président de la République, mais il y a un fait qui nous a renforcé dans notre conviction que nous nous attaquions à quelque chose, à des mains noires, à des réseaux obscurs. Nous avons déposé un des courriers au cabinet du président de la République et certains membres du cabinet nous ont rappelé pour nous dire que le courrier avait disparu. Autrement dit, que le courrier n'a pas été remis au président comme s'il avait été retiré pour ne pas que le président y accède. Voilà le genre de situation dans lesquelles nous nous trouvons lorsque nous cherchons à entrer en contact avec le président et qui justifie que, au lieu que nous ne privilégions que les voies administratives, donc les dépôts de demande d'audience, etc., il fallait peut-être passer par ce que nous avons choisi parce que nous sommes certains que le président qui est très connecté ne manquera pas de prendre l'information sur ce que nous faisons. Et nous allons terminer en disant qu'il y a des gens qui commencent à faire courir le bruit que nous sommes instrumentalisés. Nous sommes instrumentalisés par la conviction que la justice peut être faite. Oui, nous sommes instrumentalisés par la conviction que la justice peut être faite. Et donc, toutes les personnes qui s'approchent de nous, qui parfois nous témoignent leur soutien moral ou d'autres formes que ce soit, nous acceptons les soutiens tant que nous estimons que ce n'est pas compromettant pour la cause que nous défendons qu'est la justice. Mais il n'est pas question pour nous d'être pilotés, téléguidés par qui que ce soit, comme on a commencé à le laisser entendre, parce qu'un syndicaliste ou un homme politique a cherché à écouter ce pourquoi nous sommes aujourd'hui campés à l'Assemblée nationale. Donc c'est ce que je peux dire comme Merci, c'était une précision de taille, justement. Et je tiens donc à rappeler à nos internautes qui nous suivent sur vatikov.com que nous avions là en mot de fin tout à l'heure donc Ulrich Nguema sur ce plateau et Monsieur Zoula Bobé Jesmin qui ont clôturé donc cette émission. Nous avions aussi Issa Mouya Moussavou qui nous a quittés puisqu'il avait un impératif. Voilà, cela met un terme à notre rencontre de ce jour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons bonne chance pour la continuation de vos démarches. Merci. C'est nous qui vous remercions.